Quand la poussière se lève au nord du Ghana et qu'une colonne de blindés étrangers s'immobilise à quelques kilomètres du Burkina Faso, ce n'est plus un simple paysage de frontières, c'est une fracture en train de naître, un murmure qui dit déjà qu'un peuple décide de ne plus plier. Pourquoi soudain ces convois silencieux, ces radars braqués vers le Sahel, ces uniformes qui prétendent protéger mais s'installent sans jamais demander la parole des peuples? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant alors que le nom du Burkina Faso revient dans chaque réunion stratégique, dans chaque analyse de crise, dans chaque Burkina Faso News? Derrière ces chars figés, derrière ces antennes qui tournent, une autre histoire se dessine, celle d'un pays qui, porté par la figure d'Ibrahim Traoré, refuse que l'on trace son destin depuis l'étranger, celle d'un État qui décide que, cette fois, un peuple décide de ne plus plier, car dans cette zone brûlante du Sahel, chaque base avancée, chaque accord secret, chaque blindé aligné face à la frontière annonce que l'heure approche où, pour de bon, un peuple décide de ne plus plier. Si ces blindés s'installent aujourd'hui à la lisière du Burkina Faso, ce n'est pas seulement une affaire de stratégie militaire abstraite, c'est quelque chose qui, tôt ou tard, vient frapper à la porte de chacun. Car derrière les convois alignés au nord du Ghana se joue à la fois la sécurité des familles, le prix du pain sur les marchés, la stabilité des monnaies africaines et l'avenir de la souveraineté sur le continent. Un simple dérapage, une bavure, un incident fabriqué peut suffire à transformer ce voisinage sous tension en point de départ d'un engrenage que personne ne maîtrise. Fermeture de routes commerciales, afflux de déplacés, opérations préventives menées au nom d'une sécurité décidée ailleurs. Pour celui qui écoute depuis Ouagadougou, Abidjan ou Paris, ce qui se passe ici n'est donc pas un lointain épisode de plus dans les Burkina Faso News, mais le laboratoire d'un modèle où l'on surveille, où l'on encercle, où l'on teste jusqu'où un peuple accepte de voir sa frontière devenir un outil dans la stratégie des autres. Un détail, pour l'instant, passé sous silence dans les communiqués officiels, montre à quel point ce basculement est déjà avancé. Un document de coopération que personne n'a encore osé lire à voix haute. Mais pour comprendre pourquoi ces blindés s'amassent précisément là, à ce moment de l'histoire, il faut revenir en arrière et regarder comment le Sahel est devenu la pièce centrale d'un jeu planétaire. Pour saisir ce qui se joue aujourd'hui à la frontière sud du Burkina Faso, il faut revenir bien avant l'arrivée des premiers blindés au nord du Ghana, là où le Sahel a cessé d'être une simple zone grisée sur les cartes pour devenir le centre de gravité des appétits mondiaux. Pendant des années, sous couvert de lutte contre le terrorisme et de stabilisation, des bases, des accords secrets, des couloirs aériens et des dispositifs de renseignement se sont empilés sur le Niger, le Mali, le Burkina, jusqu'à faire de cette bande aride une sorte de laboratoire à ciel ouvert de la sécurité importée. Tant que ces dispositifs servaient sans trop de heurts les intérêts des grandes puissances, personne ne parlait d'encerclement ni d'occupation silencieuse. On parlait d'assistance, de partenariat, de formation, mais lorsque les peuples ont commencé à remettre en cause ce modèle, lorsque des gouvernements ont osé demander des comptes, fermer des bases, dénoncer des accords, l'illusion d'un équilibre partagé s'est effondrée. Les pertes d'infrastructures stratégiques dans certains pays sahéliens ont forcé Washington et ses alliés à redessiner à la hâte leurs dispositifs, à rechercher un nouveau relais, un nouveau point fixe d'observation et de projection. C'est à ce moment précis que le regard s'est posé sur le Ghana, présenté comme îlot de stabilité, comme partenaire fiable, comme terre d'accueil idéale pour ce que l'on n'ose pas encore nommer. Une reconfiguration complète de la présence étrangère autour du Burkina Faso, avec une frontière qui n'est plus une limite, mais une rampe de lancement potentiel vers le cœur du Sahel.
au moment où les blindés étrangers s'accumulent au nord du Ghana et où la frontière sud du Burkina Faso devient une ligne saturée de capteurs, Ibrahim Traoré se retrouve, lui, face à deux chemins que tout oppose. Le premier paraît rassurant sur le papier. Accepter les schémas déjà connus, tolérer des accords de sécurité négociés en coulisses, laisser les grandes puissances installer leurs bases, leurs radars, leurs instructeurs en échange de promesses d'aide, de formation et de stabilité. Dans ce scénario, le Burkina Faso reste dans le flux dominant des Burkina Faso News relayés ailleurs, un pays qu'on soutient, qu'on accompagne, mais dont la marge de décision réelle se réduit à chaque nouveau protocole signé. Le second chemin est celui qu'il choisit peu à peu, au risque de tout perdre. Rompre avec la dépendance sécuritaire, refuser que la frontière soit surveillée au microscope depuis des postes extérieurs, imposer que la souveraineté ne soit plus un simple mot dans un communiqué, mais une ligne rouge. Entre la sécurité sous tutelle et l'indépendance sous pression, il sait qu'aucun choix n'est neutre. Un peuple qui délègue sa sécurité délègue aussi sa dignité. Confiera-t-il plus tard dans un Ibrahim Traoré interview qui marquera les esprits. Autour de lui, certains plaident pour le compromis discret, pour la prudence, pour cette fameuse coopération raisonnable qui permettrait d'éviter les sanctions, d'apaiser les chancelleries, de rester dans les bonnes grâces des partenaires. D'autres, au contraire, voient dans le déploiement militaire au Ghana un test grandeur nature. Si le Burkina Faso cède aujourd'hui, demain ce sont ses cieux, ses données et ses décisions qui seront cartographiées depuis l'étranger. Entre ces deux camps, la tension est palpable jusque dans les réunions à huis clos, dans les couloirs des ministères, dans les conversations feutrées avec les alliés de circonstance. C'est à ce moment qu'apparaît une offre en apparence avantageuse, portée par des intermédiaires sur deux. Une proposition si généreuse et si détaillée qu'elle semble écrite pour verrouiller l'avenir du pays. Un accord qui promet des blindés, des drones, des crédits, des conseillers, en échange d'une chose que personne n'ose nommer publiquement, la possibilité de contrôler, depuis l'extérieur, le rythme et le périmètre de la défense burkinabé. Derrière la formulation polie des articles, derrière les paragraphes sur la mutuelle sécurité, une phrase minuscule place pourtant la frontière du Burkina au cœur d'un dispositif régional qui la dépasse. Et c'est là, précisément, qu'un détail dans ce texte va tout faire basculer, un détail que ses auteurs pensaient invisible, mais que Traoré va décider de porter en pleine lumière. Face à cette montée en puissance silencieuse au nord du Ghana, Ibrahim Traoré comprend qu'il ne peut plus se contenter de dénoncer ou de réagir, il doit transformer de fond en comble la manière dont le Burkina Faso pense et organise sa défense, sous peine de voir la souveraineté du pays se réduire à un simple discours. Dans les réunions fermées, il répète que tant que la sécurité restera uniquement entre les mains de quelques partenaires extérieurs, le Burkina ne décidera jamais vraiment de son destin. C'est là que naît l'idée d'une architecture nouvelle, faite non plus d'une seule couche visible, mais de plusieurs niveaux imbriqués où l'armée, la technologie et la population se complètent au lieu de se regarder à distance. Sur le papier, cette révolution paraît audacieuse, presque irréaliste, mais sur le terrain, elle commence à prendre forme par une série de décisions concrètes. Dans les régions frontalières, des réseaux de surveillance locale sont structurés, des jeunes volontaires sont formés à l'utilisation de drones civils, de caméras thermiques, de radios sécurisées, afin que chaque zone vulnérable puisse voir, entendre et alerter avant qu'une menace ne franchisse la moindre frontière. Des fibres optiques, des relais de communication, des capteurs discrets viennent renforcer ce maillage, transformant des villages longtemps abandonnés en véritables postes avancés d'une vigilance collective. Parallèlement, des campagnes d'éducation populaire sont lancées.
À la radio, dans les écoles, sur les places publiques, on explique que la souveraineté ne se défend pas seulement avec des uniformes, mais avec des consciences éveillées. L'intelligence communautaire, autrefois informelle et parfois méprisée par certains experts étrangers, est intégrée comme premier rempart de cette nouvelle doctrine. Là où hier les informations remontaient difficilement jusqu'aux autorités, elles circulent désormais plus vite, croisées avec les données technologiques pour nourrir une réponse plus précise. Dans ce dispositif, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un sauveur solitaire, mais comme le catalyseur d'un réflexe collectif. Celui d'un peuple qui refuse que sa sécurité soit gérée comme un simple dossier parmi d'autres dans des capitales lointaines. Sa silhouette, ses discours, ses apparitions sur le terrain deviennent des signaux. Le temps de la défense importée touche à sa fin, celui de la défense assumée par le pays lui-même commence. Cette mutation inquiète certains partenaires qui y voient une remise en cause frontale de leurs habitudes, mais elle inspire aussi d'autres peuples du Sahel qui observent de près ce laboratoire burkinabé. Car si ce modèle réussit, malgré les pressions, malgré les menaces, malgré l'encerclement discret venu du Sud, il prouvera qu'un État africain peut bâtir sa propre architecture de sécurité sans se dissoudre dans les dispositifs des autres. Et c'est précisément ce scénario que redoutent ceux qui amassent aujourd'hui leurs blindés à la frontière, car plus la nouvelle doctrine burkinabé s'affirme, plus il devient difficile de justifier une présence étrangère présentée comme indispensable, mais soudain contestée par un peuple décidé à reprendre la main sur chaque mètre de sa frontière. Dans les villages de l'Est, de simples réunions nocturnes sous un arbre deviennent ainsi des cellules de réflexion où l'on cartographie les risques, où l'on discute des rumeurs venues du Ghana, où l'on décide ensemble de ce qui doit être signalé, protégé, renforcé avant qu'il ne soit trop tard. À mesure que cette nouvelle architecture de défense burkinabé se met en place, quelque chose change silencieusement dans la sous-région. Le Burkina Faso cesse d'être présenté comme un maillon faible à sécuriser depuis l'extérieur pour devenir un laboratoire observé de près par ses voisins et redouté par ceux qui misent depuis des décennies sur la dépendance sécuritaire. Dans les chancelleries, on murmure que la doctrine portée par Ibrahim Traoré, mêlant technologie sobre, intelligence communautaire et refus assumé de l'ingérence, pourrait créer un précédent dangereux pour tous les dispositifs reposant sur des bases étrangères, des accords opaques et des chaînes de commandement délocalisées. Certains États encore arrimés à des partenariats classiques se retrouvent pris entre les sanctions brandies contre Ouagadougou et l'écho grandissant de cette souveraineté assumée qui parle désormais aux jeunesses de toute la région. Au sein d'organisations régionales autrefois perçues comme les colonnes vertébrales de l'intégration, les fissures deviennent visibles. Les résolutions condamnant les choix du Burkina, du Mali ou du Niger ne font plus l'unanimité. Des voix discordantes s'élèvent en coulisses pour dire qu'on ne peut pas éternellement ignorer ce que ressentent les peuples face aux bases étrangères et aux blindés stationnés à leurs frontières. Dans ce débat, la présence américaine au Ghana agit comme un révélateur. Pour les analystes les plus lucides, ce déploiement représente à la fois la tentative de sauver un vieux modèle et l'aveu qu'il vacille. Plus les blindés se massent à la frontière sud du Burkina Faso, plus il devient évident que la pression ne vise pas seulement à contenir des menaces armées, mais aussi à encadrer, surveiller, voire freiner la montée en puissance d'un modèle alternatif. Dans les capitales voisines, des réunions discrètes se multiplient pour réévaluer les accords de défense. Certains gouvernements demandent des audits complets des partenariats signés jadis dans la précipitation. D'autres envisagent d'introduire des clauses de transparence et de consultation populaire avant tout nouveau déploiement étranger.
L'effet domino, redouté par les grandes puissances, commence à prendre forme non pas par des coups d'éclat spectaculaires, mais par une série de gestes apparemment modestes, suspension de certains protocoles, consultation citoyenne sur la présence de troupes étrangères, annonce timide de révision doctrinale. Le Burkina Faso, en affirmant que sa sécurité ne peut plus être pilotée depuis l'extérieur, tend par sa seule posture un miroir à toute l'Afrique de l'Ouest. Chacun y voit le reflet de ses propres renoncements, de ses propres dépendances, de ses propres lignes rouges jamais clairement fixées. Et pour ceux qui, au nord du Ghana, alignent leurs blindés face à la frontière, la question devient brûlante. Jusqu'où ce laboratoire burkinabé peut-il aller avant que l'ancienne architecture de sécurité régionale ne se fissure pour de bon, emportant avec elle les certitudes sur lesquelles reposaient depuis des années les interventions et les présences militaires étrangères au Sahel? Les tensions qui s'accumulent autour de la frontière sud du Burkina Faso ne restent plus cantonnées aux cercles diplomatiques ou militaires. Elles descendent désormais au cœur même des villages, des quartiers, des familles, là où se joue la vraie mesure de la souveraineté. Dans cette partie du Sahel où chaque information circule plus vite qu'un convoi blindé, les habitants comprennent que leur vigilance quotidienne vaut parfois davantage que des discours officiels. C'est pour cette raison que, dans plusieurs provinces, des comités locaux ont été mis en place pour structurer l'intelligence communautaire, des réseaux de veille nocturne, des groupes de jeunes chargés de surveiller les pistes secondaires, des équipes capables de signaler en quelques minutes tout mouvement suspect. Ces dispositifs, jadis informels, prennent désormais une forme organisée, soutenue par des formations à l'utilisation de drones civils, de radios à longue portée et de systèmes d'alerte simples mais redoutablement efficaces. Chaque village devient un nœud d'un maillage plus vaste, une pièce d'un puzzle où se mélangent technologie frugale et vigilance collective. Dans les zones rurales du centre-nord ou de l'Est, des expériences inédites émergent. Des assemblées villageoises se réunissent chaque semaine pour ajuster les plans de sécurité, pour cartographier les menaces, pour décider ensemble des rotations de surveillance. Là où autrefois les populations attendaient des renforts venus de la capitale, elles deviennent aujourd'hui les premières sentinelles du territoire. Cette transformation n'est pas seulement logistique, elle est mentale. La sécurité cesse d'être un service que l'État fournit seul. Elle devient un devoir partagé, une responsabilité directe de chaque citoyen. Les radios communautaires amplifient ce changement en diffusant des messages de vigilance, en expliquant comment interpréter certains signaux, en donnant la parole aux chefs coutumiers et aux volontaires qui racontent leurs expériences. Dans les écoles également, des modules d'éducation civique retravaillés enseignent la notion de souveraineté, non pas comme une théorie, mais comme un ensemble d'actions concrètes. Protéger une piste, signaler une intrusion, documenter un incident. Cette dynamique locale, que beaucoup pensaient impossible à instaurer dans un contexte aussi instable, commence à porter ses fruits. Plusieurs tentatives d'infiltration ont été déjouées par des alertes villageoises, renforçant l'idée qu'aucune base étrangère, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut rivaliser avec une population éveillée sur son propre territoire. Et c'est précisément cette montée en puissance populaire qui inquiète les acteurs extérieurs. Car plus les Burkinabés prennent en main leur sécurité, plus il devient difficile de justifier la présence de blindés étrangers massés aux frontières sous prétexte de stabilité régionale. À l'échelle mondiale, ce qui se déroule autour d'Ibrahim Traoré dépasse largement le seul tracé d'une frontière. En rompant avec la dépendance sécuritaire, en assumant une doctrine où un peuple refuse de plier, le Burkina Faso remet en cause un modèle appliqué à plus de 20 pays africains depuis près de 30 ans. Pour les stratèges qui suivent les Burkina Faso News, ce basculement oblige à réécrire des dossiers entiers sur la présence militaire étrangère, les chaînes d'approvisionnement en minerais stratégiques et la guerre contre le terrorisme.
Si l'expérience burkinabé, portée par cette figure d'Ibrahim Traoré, Burkina Faso, parvient à tenir malgré les pressions, d'autres nations pourraient exiger les mêmes conditions de souveraineté, les mêmes lignes rouges, les mêmes refus. Alors, ce qui n'était qu'un laboratoire deviendrait un précédent. La question est simple et vertigineuse à la fois. Assiste-t-on au début d'un nouvel ordre? Dans ce moment suspendu où chaque mouvement de blindés au nord du Ghana peut redessiner la carte du Sahel, une certitude s'impose, rien ne pourra plus revenir à l'ancien ordre. Car si un pays comme le Burkina Faso parvient à imposer ses lignes rouges, à défendre son territoire sans plier, alors c'est toute la région qui devra choisir entre dépendance et souveraineté. Et cette décision désormais ne concerne plus seulement les chancelleries. Elle appartient aussi à ceux qui regardent, analysent, questionnent. Si vous voulez comprendre ce qui vient, ne quittez pas cette histoire. Et si vous voulez que la vérité circule, partagez-la.